Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Inside News RDC. En cette soirée du 24 décembre, une atmosphère particulière enveloppe le pays. Pour des millions d'entre vous, c'est un moment de recueillement, de partage et d'espérance. Mais pour des millions d'autres, la réalité est plus âpre. Notre rôle, ce soir encore, est de vous apporter une information rigoureuse, sans phare, pour comprendre les enjeux qui traversent notre nation. Et la question centrale qui se pose à travers l'actualité de ce jour est celle-ci. L'État congolais, dans sa forme actuelle, est-il équipé pour gérer les crises simultanées de l'agression étrangère, de l'effritement interne et de la transformation sociétale? Ce soir, nous allons examiner cette question sous 3 angles cruciaux. D'abord, nous analyserons la spirale sécuritaire dans l'Est, où la guerre pour le territoire est devenue une guerre pour la légitimité. Ensuite, nous décrypterons le paradoxe d'une économie nationale dont la stabilité apparente masque une réalité de survie dans les provinces meurtries. Enfin, nous verrons comment l'État redéfinit sa responsabilité la plus fondamentale, la protection de nos enfants face à la violence. Voici les titres. La guerre dans l'Est n'est plus seulement une bataille pour le territoire. Elle est devenue une guerre pour la légitimité. La stratégie de l'ennemi n'est plus simplement d'occuper la terre, mais d'occuper les esprits des Congolais et de couper leurs liens de confiance avec l'État. Ce soir, nous analysons les 2 fronts de cette guerre, la bataille diplomatique pour un soutien extérieur et la bataille interne contre nos propres échecs passés. Le fait brut est tombé hier, le 23 décembre, sous la forme d'un communiqué officiel. Le gouvernement a condamné avec la plus grande fermeté ce qu'il nomme les marches forcées. Des scènes surréalistes à Goma, Bukavu ou encore Sake, où des populations civiles ont été contraintes de manifester, présentées comme un soutien au M23 et à ses alliés des forces de défense rwandaises. Pour Kinshasa, les termes sont sans équivoque. Il s'agit d'une manipulation politique et psychologique assimilable à une véritable prise d'otage collective. L'objectif est clair, utiliser des Congolais comme boucliers humains et instruments de propagande pour légitimer une occupation étrangère. Mais notre analyse révèle une stratégie plus profonde. Ces marches ne visent pas à convaincre la communauté internationale qui n'est pas dupe. Elles visent à briser le lien de confiance entre les Congolais et leurs propres institutions et à saper de l'intérieur la légitimité politique de Kinshasa dans ses propres provinces. Face à cette escalade, une voix s'est élevée au Parlement. Le député Steve Mbikayi propose la création d'une nouvelle brigade internationale d'intervention et de sécurisation, la BIIS. Sa logique s'appuie sur le précédent de 2013. Créée par la résolution 2098, dotée d'un mandat offensif, cette brigade avait, aux côtés des FARDC, mis le M23 en déroute, une victoire tactique. Mais c'est là que la proposition de Steve Mbikayi révèle le paradoxe central de notre sécurité nationale. Nous sommes contraints de chercher des solutions militaires extérieures pour un problème entretenu par nos propres défaillances de gouvernance interne. L'élu le reconnaît lui-même avec une lucidité brutale. Cette victoire militaire n'a pas été transformée politiquement. La paix a été, je cite, sacrifiée sur l'autel d'une gestion politicienne, d'une corruption systémique et d'un manque de vision stratégique criant. L'opportunité de bâtir une armée réformée a été manquée. La question n'est donc pas seulement de savoir si nous avons besoin d'une nouvelle brigade, mais si nous avons réparé la pourriture interne qui a rendu le succès de la première temporaire. Cela nous pousse à poser des questions fondamentales. Si une brigade a déjà vaincu le M23, pourquoi le problème revient-il plus fort aujourd'hui? Sommes-nous vraiment condamnés à externaliser perpétuellement notre propre sécurité? Quand allons-nous enfin forger les outils de notre propre souveraineté? Cette stratégie de la tension, militaire ou psychologique, a un coût immédiat, qui se mesure en vies humaines et en familles brisées. La conséquence la plus directe de cette guerre est une tragédie humaine qui se déroule souvent loin des caméras.
un véritable SOS a été lancé par la société civile du Sud Kivu. Il concerne le sort de milliers de nos compatriotes contraints de fuir les combats à Uvira pour trouver refuge au Burundi. Selon Hippocrate Marume, l'un des porte-paroles de ce collectif, leur situation est critique. Dans les centres de transit, il manque de tout: nourriture, eau potable, soins de santé. Et face à cette détresse, il pointe du doigt ce qu'il appelle le silence des autorités congolaises. Des citoyens de ce pays, chassés de leurs terres, se sentent abandonnés par leur propre État une fois la frontière franchie. Cette crise externe fait écho à une tension interne palpable. La journée d'hier à Bukavu en est l'illustration la plus saisissante. La ville a été paralysée par la peur. L'appel à une marche pro-M23 et la détermination des groupes Wazalendo à l'empêcher ont plongé la cité dans une léthargie totale. Des tirs ont retenti. Un pasteur a été tué par une balle perdue dans son église. Ces faits ne sont pas des incidents isolés. Ils sont l'extension de la guerre au cœur de nos villes. Une stratégie visant à terroriser les populations et à briser la cohésion sociale. La guerre ne se fait plus seulement sur le front. Elle s'invite dans le quotidien, dans l'esprit des gens. Une situation qui nous interroge. Comment l'État peut-il affirmer son autorité sur le territoire tout en semblant ignorer le sort de ses citoyens contraints à l'exil? Au-delà des communiqués, quelles actions concrètes sont menées pour secourir ces familles et restaurer la confiance des populations meurtries? Cette spirale sécuritaire et humanitaire pèse de tout son poids sur une économie nationale déjà fragile, créant des paradoxes financiers saisissants. Au moment même où Kinshasa reçoit près d'un demi-milliard de dollars pour sa bonne conduite financière, une province stratégique en guerre tente de survivre avec un budget 30 fois inférieur. C'est le paradoxe économique du Congo d'aujourd'hui. Une stabilité macroéconomique qui flotte au-dessus d'une réalité de survie et d'effondrement systémique dans l'Est. Ce soir, nous disséquons cette déconnexion. Le paradoxe s'est matérialisé hier, le 23 décembre. À Beni, le gouverneur militaire du Nord Kivu a promulgué le budget 2026 de sa province. Il s'équilibre à plus de 44 milliards de francs congolais, soit environ 15 millions de dollars. Les autorités qualifient cet acte d'exploit de budget de résilience. Malgré la prédominance des dépenses sécuritaires, ce budget prévoit d'investir dans la réhabilitation des routes agricoles ou l'accès à l'eau. Un effort louable, mais dont la grande question reste la capacité à mobiliser ces recettes dans une province où l'économie est paralysée par l'insécurité. Et c'est là que le contraste est brutal, car au même moment, à Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, annonçait l'obtention d'une enveloppe de plus de 442 millions de dollars du FMI. Pourquoi cet argent? Selon le FMI, c'est une récompense. Une récompense pour la discipline budgétaire du gouvernement et sa priorisation stricte des dépenses. Le communiqué salue un succès remarquable, obtenu alors que le pays fait face à des pressions majeures sur les finances publiques dues précisément à la guerre. Nous avons donc une province stratégique qui tente de survivre avec 15 millions de dollars et un État central qui reçoit près de 30 fois cette somme pour sa rigueur. Une rigueur imposée par le coût de cette même guerre. Quelle est la cohérence d'une politique qui impose une discipline stricte à l'échelle nationale tout en voyant une province entière privée de sa capacité à produire? Ces 442 millions de dollars serviront-ils à panser les plaies de la guerre ou à financer une stabilité macroéconomique déconnectée de la souffrance des populations de l'Est? Cette déconnexion économique, où les chiffres nationaux masquent la souffrance locale, soulève une question fondamentale de la responsabilité de l'État. Une responsabilité qui se teste le plus profondément, non pas dans les budgets, mais dans sa capacité à protéger les plus vulnérables. Cela nous amène à un changement majeur dans notre système judiciaire où l'État redéfinit son devoir de protéger nos enfants.
Un changement de paradigme majeur vient d'être acté. Face au fléau des violences sexuelles en milieu scolaire, le gouvernement tourne le dos aux sanctions administratives pour adopter une réponse pénale systématique. Notre analyse de cette réforme révèle une profonde fracture entre son intention louable et ses potentielles conséquences sur le terrain. La décision, annoncée par les ministres de la Justice et de l'Éducation, est limpide. Désormais, les violences sexuelles à l'école ne seront plus des dérives administratives. Elles sont, je cite, des infractions graves relevant du champ pénal. Fini, donc, les mutations ou suspensions qui s'apparentaient à une prime à l'impunité. L'argumentaire derrière cette réforme est puissant. Il s'agit d'abord de créer une dissuasion réelle. La perspective d'une enquête et d'une peine de prison ferme change radicalement la donne. Un agresseur potentiel ne risquera plus son poste, mais sa liberté. Ensuite, cette judiciarisation vise à briser la culture du silence, le fameux pas de vague, qui a permis à tant de prédateurs de sévir. Enfin, et c'est essentiel, cette réforme reconnaît à l'enfant son statut de victime au sens juridique. L'affaire n'est plus un problème interne à l'administration, mais un crime que la société se doit de juger. Cependant, cette intention se heurte à une réalité complexe. La première objection est la lenteur d'un système judiciaire déjà engorgé. Peut-on parler de justice pour un enfant quand son procès risque de ne se tenir que des années après les faits? La seconde est la peur du processus lui-même. Une enquête policière, des interrogatoires répétés peuvent constituer une seconde agression pour une victime traumatisée et décourager les familles de porter plainte. Le risque est réel de remplacer une impunité par laxisme par une impunité par non-signalement. En somme, le débat est posé. Si personne ne conteste la nécessité de mettre fin à l'inefficacité du système administratif, le succès de cette réforme dépendra entièrement des moyens qui l'accompagneront. Sans formation des magistrats, sans brigades spécialisées et sans accompagnement psychologique pour les victimes, cette avancée législative risque de n'être qu'une déclaration d'intention. Du défi de la justice à celui de notre environnement quotidien, il n'y a qu'un pas. Car là aussi, les solutions se heurtent à la dure réalité du terrain. Kinshasa est confrontée à une crise qui symbolise les défis de l'urbanisation en RDC, la gestion de ses déchets. Le chiffre est vertigineux. La ville produit jusqu'à 18 000 tonnes d'immondices chaque jour. Inside News a examiné les deux stratégies concurrentes qui se dessinent, et elles représentent deux philosophies fondamentalement différentes pour l'avenir de notre capitale. L'initiative locale a démarré hier. La régie d'assainissement de Kinshasa, la RASKIN, a installé ce qu'elle appelle des décharges mobiles à Kingabwa, dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga. La stratégie de la RASKIN est une mesure de triage pragmatique. Il s'agit d'intercepter le flux de déchets transportés par les milliers de pousse-pousseurs qui forment le secteur informel de la collecte. En leur offrant des points de déversement contrôlés, la régie veut accomplir 3 choses. Identifier ses opérateurs, assurer une traçabilité minimale et surtout, mettre un coup d'arrêt au déversement clandestin dans le fleuve Congo. Principale cause des inondations. C'est une approche qui part du terrain pour stabiliser la crise. Face à cette approche de stabilisation, une solution de transformation radicale se profile. Les autorités ont annoncé l'arrivée en 2026 du groupe allemand Kremer. Il ne s'agit plus de gérer un flux, mais de l'industrialiser. Ce méga-projet prévoit des usines de valorisation énergétique, biologique et mécanique des déchets. Avec un chiffre d'affaires projeté à 100 millions d'euros, l'objectif est de transformer le déchet, aujourd'hui un coût, en une ressource économique. La question pour Kinshasa est donc fondamentale. Faut-il réparer le système par le bas en changeant les comportements et en contrôlant les flux, ou le révolutionner par le haut en injectant une technologie si puissante qu'elle force tout l'écosystème à s'adapter? C'est un pari sur la gouvernance humaine ou sur la disruption industrielle. D'un pilier de la société à un autre, passons à l'éducation, un secteur qui, malgré les crises, affiche des signes de réformes structurelles profondes.
Au milieu des défis sécuritaires et économiques, un secteur avance et porte en lui les germes de l'avenir du pays. Le ministère de l'Éducation a présenté son bilan pour l'année 2025, marqué par la consolidation de réformes qui pourraient changer durablement le visage de notre jeunesse. Le chiffre le plus marquant de ce bilan est celui de la gratuité de l'enseignement primaire. Depuis sa généralisation en 2019, cette politique a permis de scolariser plus de 5 millions d'enfants supplémentaires. Un impact structurel majeur qui allège le fardeau de millions de familles. Sur le plan des infrastructures, l'année 2025 a vu la construction et la réception de 1384 nouveaux établissements scolaires. Un effort concret pour rapprocher l'école des communautés, notamment dans les zones rurales. Mais la véritable rupture se situe peut-être sur le plan technologique. Le ministère a engagé une réforme majeure de l'examen d'État. La correction est désormais automatisée par intelligence artificielle et le lancement de l'e-diplôme, sécurisé par la technologie blockchain, vise à garantir l'authenticité des titres scolaires. Ces innovations ont permis d'accélérer la publication des résultats, de renforcer la transparence et de consolider la crédibilité de notre système. Enfin, le bilan met en avant un engagement civique renouvelé. L'introduction de rituels comme le serment du citoyen et le salut au drapeau a pour objectif de renforcer chez les élèves le sentiment d'appartenance nationale et les valeurs d'une citoyenneté active. Passons maintenant aux nouvelles en bref. Dans nos médias, le CESAC suspend 25 chaînes de télévision. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suspendu 25 chaînes de télévision pour une durée de 45 jours. L'organe de régulation leur reproche la diffusion frauduleuse de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, en violation des droits de diffusion. Le CESAC a convoqué les directeurs de programmes de ces chaînes, dont Bisport TV et Central TV, pour qu'ils présentent leur dossier administratif sous 7 jours, sous peine de sanctions plus lourdes. Point sur la sécurité urbaine, des patrouilles mixtes police-armée annoncées à Kinshasa pour les fêtes. Pour sécuriser la population de Kinshasa durant les festivités de fin d'année, des patrouilles mixtes composées d'éléments de la police et de l'armée vont être déployées. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ces patrouilles, diurnes et nocturnes, visent à lutter contre la criminalité urbaine et s'inscrivent dans le renforcement de l'opération Ndobo. Élan de patriotisme, le maire de Kindu interdit les vareuses Visit Rwanda. À Kindu, dans la province du Maniema, le maire a formellement interdit le port, la vente et la distribution de toute vareuse portant la mention Visit Rwanda. Cette décision fait suite à l'interpellation d'une vingtaine de jeunes impliqués dans un réseau de distribution de ces t-shirts. L'autorité urbaine appelle la population à la vigilance et au patriotisme dans un contexte régional particulièrement sensible. En activité sociale, la Première ministre promet de continuer à améliorer les conditions de vie des militaires. La Première ministre, Judith Suminwa, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'amélioration des conditions de vie des militaires, des policiers et de leurs familles. Lors d'un échange avec une association, elle a rappelé que la solde des forces de l'ordre avait déjà été doublée sur instruction du chef de l'État et a promis de continuer les efforts dans ce sens. Enfin, dans le sport, plus précisément la CAN 2025. Les Léopards assurent l'essentiel face au Bénin, 1-0. Pour leur entrée en lice à la CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC se sont imposés 1-0 face au Bénin. Le sélectionneur Sébastien Desabre s'est dit satisfait des 3 points, tout en reconnaissant que son équipe n'avait pas produit le jeu attendu. Une victoire importante avant le choc très attendu contre le Sénégal samedi prochain. C'est la fin de cette édition. Retenons 4 points essentiels de l'actualité de ce jour. La tension persistante dans l'Est, où la guerre psychologique s'intensifie, la crise humanitaire de nos compatriotes réfugiés au Burundi qui se sentent oubliés, le dilemme de la justice face aux violences sexuelles sur les enfants,
entre l'intention de protéger et le risque d'entraver. Et enfin, la course contre la montre à Kinshasa pour maîtriser la crise des déchets. En cette veille de Noël, la pensée qui me vient est celle de la résilience. Au-delà des crises et des épreuves, la capacité du peuple congolais à tenir debout, à espérer et à continuer de construire, jour après jour, force le respect. C'est cette force tranquille qui constitue le véritable capital de notre nation. Toute l'équipe d'Inside News RDC se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau rendez-vous avec l'information. Que le Tout-Puissant veille sur notre nation. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée.